Aujourd'hui, on va discuter un peu de la communication avec les objets qui nous entourent. Pour info, donc Geoffroy m'a un peu présenté, mais voilà, je m'appelle Baptiste Candal, je suis ingénieur logiciel chez Elephant Technologies. Ça fait un peu plus de 7 ans que je suis ingénieur sur la partie donc soft. Je suis aussi Elephant Tech et donc ce soir, on va discuter un peu d'IHM, et c'est pour ça qu'il y a un petit disclaimer au début. Quand je parle de communication avec les objets qui m'entourent, qui nous entourent, je ne parle pas de Bluetooth, de Wi-Fi, d'I2C, de SPI ou encore de réseau téléphonique. C'est pas ça que j'entends par communication. On va discuter d'IHM et donc un peu du X et du Y. Donc on va commencer par deux petites définitions qui sont les suivantes. L'UX design, donc la user experience, donc l'expérience utilisateur, c'est l'ensemble des moyens qu'on va mettre en œuvre pour développer une application qui répond pleinement aux besoins d'utilisabilité d'un client, en essayant de tout prévoir et d'améliorer au mieux les parcours qu'il pourrait avoir sur notre application. Donc ça, c'est pour l'expérience utilisateur. La user interface, donc lui, cette fois-ci, va se concentrer elle, sur le design et sur l'ensemble des éléments qui permettent de faire ce qu'on appelle entre guillemets une belle interface. Donc la charte graphique, les boutons, les placements, l'accessibilité de l'IHM qu'on va développer. Et donc voilà. Je cherchais une image qui représentait relativement bien l'UI et l'UX. Donc c'est celle qu'on voit ici. En fait, l'UX se cache un peu en dessous. L'UI, c'est ce qui vient sublimer l'expérience utilisateur. Mais en fait, elles sont indissociables. Les deux vont de pair. On peut avoir des très jolis boutons, mais si on a une expérience utilisateur désastreuse, notre produit ne fonctionnera pas et on n'aura pas d'adoption et d'adhésion à notre produit. À l'inverse, même si on a une superbe UX, si on a une UI qui n'est pas attirante, où il n'y a pas d'accessibilité, ce genre de choses, aujourd'hui on va être jugé là-dessus. Donc pareil, notre produit n'aura pas forcément toute l'adhésion qu'il pourrait avoir, même si la proposition est alléchante au début. Et donc, pour nous, dans le monde des microcontrôleurs, un petit peu, et des plateformes embarquées, donc de l'IoT par exemple, la question c'est comment on fait notre choix pour développer ces interfaces-là. Parce que, oui, aujourd'hui, la domotique, on en commence à en avoir un peu partout. Et donc, quels sont les critères qui peuvent être retenus pour faire ces choix, et quelle techno on va utiliser pour développer notre interface. Donc il y a différents critères qui sont un peu représentés ici. Donc est-ce que il y a du support technique? Est-ce qu'on gère différents types de MCU? Est-ce que les performances sont au rendez-vous? Est-ce qu'il y a un coût de cette technologie-là? Est-ce qu'elle est réutilisable? Ce genre de choses. Et donc, j'ai choisi de vous présenter 4 solutions. Il y en a plusieurs. Hein. Si on cherche bien, on trouvera forcément, entre guillemets, un barbu dans un garage qui développe sa petite lib, son petit framework à lui pour faire ça. L'idée là, c'est de prendre des gros noms et d'essayer de voir un peu ce qui peut être fait. Donc il y en a 4 qui vont être présentés. Il y aura LVGL, TouchGFX, Qt et MicroEdge. Et donc on va commencer tout de suite par Qt. Donc Qt, c'est le géant, c'est le mastodonte du domaine. C'est un des leaders, je pense, du marché sur ce créneau-là. C'est une solution qui dispose de son propre IDE qui s'appelle Qt Creator.
elle propose une solution open source qui a un usage limité, autrement c'est en licence commerciale. C'est un d'ailleurs de ses points négatifs, c'est parce que la licence commerciale est devenue extrêmement chère. Il y a des royalties sur les produits qu'on développe avec, y a tout un tas de choses. Par contre, ils innovent et comme ils ont les reins comme c'est les leaders, ils ont les reins pour développer pas mal de choses, notamment des solutions de coopération. Typiquement, ils ont avec Design Studio, donc c'est le petit logo bleu qu'il y a ici. C'est un logiciel qui permet de reprendre, par exemple, les maquettes faites sous Adobe XD par des designers, de les passer dans le logiciel, et ce logiciel-là va sortir le code QML, donc le code propriétaire de Qt, le langage propriétaire de Qt qui permet de faire de l'interface. Et donc ils vont sortir directement le code QML depuis l'interface qui aura été designée. Donc ça permet une meilleure collaboration entre ces deux mondes. Et puis l'avantage aussi, c'est que hormis lui, tout le reste peut être fait sous Qt. Il utilise du C++ et du Python. Il est multiplateforme, donc c'est un gros avantage. Et puis il y a une petite présentation ici du Qt Group, où on voit les différents produits qu'il a. Il a donc Design Studio qui permet de passer du design Adobe XD ou Adobe Photoshop à du code. Qt qui va permettre de récupérer, Qt Creator qui va permettre de récupérer ça et de designer toute l'application qui va autour. Et puis le petit Qt ici, là, Quality Assurance, ils ont racheté il y a quelques années Squish. C'est un logiciel de test qui permet de faire du test automatisé sur des IHM. Et donc en fait avec ça, ils proposent une solution relativement clé en main d'un design d'interface du designer à la validation du soft avec le même environnement et ce genre de choses. Donc c'est très intéressant, c'est très vendeur pour eux. Maintenant, ils font payer ça relativement cher. Petit tour des sociétés qui utilisent Qt. On va retrouver Stellantis, donc tout ce qui est Peugeot, ce gros consortium de sociétés-là. On va retrouver Rockwell Automation. Rockwell Automation, ils font des automates programmables. Et puis, alors, dans la salle, il y a des gens de chez Desouter ici. Et ils vont, donc chez Desouter, est utilisé aussi Qt pour les logiciels de configuration et les interfaces embarquées sur les contrôleurs de vissage. Desouter, c'est un fabricant de visseuses industrielles. Et en fait, la particularité, c'est que ces deux-là sont liés, Rockwell Automation et Desouter, parce que Rockwell Automation fournit Isagraph, qui est un automate virtuel qui est présent dans les contrôleurs Desouter. Donc voilà, c'est une petite chose drôle. LG aussi, qui fait tout son web, son tvOS avec Qt. Et puis en dessous, on va voir différents noms de plateformes qui sont supportées. On voit du NXP, on voit du ST, on voit du Qualcomm, du Renesas. Qt est supporté par le projet Yocto qui permet de faire des images Linux pour des plateformes embarquées. Donc c'est encore une fois un gros du domaine et il tient sa place de leader assez bien. On va passer à un autre qui s'appelle TouchGFX. Alors TouchGFX, c'est le clé en main de chez ST. C'est une solution qui a été développée suite au rachat de Dropner Graphics en 2008. Donc ils ont racheté cette société-là, ils ont intégré leur projet. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on achète des produits ST, ils nous fournissent la possibilité de créer des IHM pour ces boards-là. La particularité par contre, c'est que c'est seulement sur les boards ST. Et donc c'est pas ouvert à d'autres plateformes. C'est du C++ qui sont faits. Et par contre, il a aussi son propre IDE, c'est STM32Cube, voilà, qui fournit tout ce qu'il faut. Et puis TouchGFX a aussi un IDE qui permet de faire du graphique. Donc c'est aussi intéressant si on a des produits purs ST dans notre
dans, dans notre société, ça peut être intéressant d'aller voir ce qui se fait chez TouchGFX pour développer une interface. J'ai la petite tech. Ensuite, MicroEdge. Alors MicroEdge, c'est une société nantaise qui a été créée en 2008 par le docteur Fred Rivard. Elle fonctionne que sur une licence commerciale. C'est une bibliothèque qui fournit, qui est intégrable à des logiciels type des IDE type Eclipse ou IntelliJ. Et donc pareil, qui propose cette fois-ci de venir avec un environnement virtuel par-dessus et fournir, c'est ce qu'on voit en orange ici, en fait MicroEdge fournit tout ça et on vient avec cet environnement-là et lui s'occupe de gérer et on fait notre interface ici et derrière lui il se charge de gérer la communication avec le dessous et permet de développer des interfaces aussi. Les langages utilisés sont le Java, le C, le C++. Voilà, et c'est assez intéressant. C'est nantais, il y a aussi une antenne à Boston et dans un autre pays, j'ai plus le pays en question. Petit tour encore une fois des différents éléments qu'on peut avoir. On va trouver du ST encore, du Airbus, du Renesas, du NXP. Par exemple, alors là j'ai mis Leroy Merlin. Il faut savoir que toute la solution domotique, pour le coup, donc on parlait d'objets connectés, toute la solution domotique propriétaire Leroy Merlin, j'ai plus le nom du produit exactement, et gérée quand il y a des interfaces par MicroEdge. Donc c'est eux qui s'occupent de ça. Donc voilà. Et puis Atlantique qui est connu aussi dans le secteur nantais. C'est aussi un des clients de chez Elephant. Donc voilà, qui utilise MicroEdge pour faire des interfaces. Nous allons arriver à la quatrième solution. La quatrième solution, c'est le LVGL. Alors, c'est la seule solution open source que je vous présente ce soir. LVGL, ça veut dire Light Versatile Graphic Library. Donc une librairie graphique qui se veut légère et possiblement adaptable à énormément de plateformes. C'est ce qu'on voit ici avec différents éléments. Donc on peut l'utiliser sur Linux, sur Windows, sur macOS, Zephyr, FreeRTOS, Arduino. Il y a des bindings en MicroPython, en C. C'est du C à la base, en JavaScript. Il y a un binding en cours sur du C++. Donc il y a énormément d'émulation autour de ce projet-là. Et puis son gros avantage, c'est que il est open source, c'est une licence MIT. Donc voilà, on peut l'utiliser assez facilement dans nos produits. Il fournit aussi, alors il y a une société qui s'appelle Squareline qui fournit un IDE qui permet de faire du développement graphique directement. Encore une fois, quand on fait du développement graphique, écrire à la main la disposition des composants, aller les placer dans la fenêtre, voilà. C'est fastidieux. N'importe quel développeur graphique aime avoir un outil qui lui permet de faire du drag and drop d'un composant parce que c'est relativement visuel et on voit facilement ce que ça va donner. On a un rendu un peu avant et puis c'est plus facile à mettre en place. Donc voilà, il propose un IDE qui permet de faire ça et d'en sortir le code LVGL, donc soit en C, soit en MicroPython, pour de l'utilisation LVGL. On va faire une petite démo. Je vais faire une petite démo. D'une mise en application d'une solution LVGL. Et donc je vais poser le micro pour vous montrer des choses sur mon ordinateur.
Alors déjà, quand on tape LVGL sur Internet, on va tomber sur leur site. Donc sur le site, il va y avoir pas mal d'informations. Donc ce qu'ils sont capables de faire, différentes démos qu'on peut utiliser. Et puis on aura accès facilement au GitHub. Le GitHub qui se trouve ici. Donc c'est un projet encore une fois open source. Donc on a accès aux sources de la librairie. On peut les cloner chez nous et aller modifier ce qu'on a envie. On peut aussi publier des améliorations. On peut devenir contributeur du projet aussi. Donc ça c'est assez intéressant. Là typiquement je parlais de quel type d'écran était supporté. LVGL supporte du monochrome, du e-paper, du OLED, du TFT. Énormément de technologies d'écran. Donc pour ça aussi c'est intéressant. Et donc on peut avoir énormément d'infos ici. Quand on regarde un peu les contributeurs, donc il y en a 416, et ce monsieur-là, Gabor Kis Vamosi, donc qui est hongrois et qui vit à Budapest, c'est lui le créateur de cette librairie-là. Et donc il contribue assez pleinement au projet. Le projet est assez vivant, donc c'est intéressant. Comme je vous disais tout à l'heure, Squareline Studio donc, propose l'IDE qui permet de faire du développement graphique avec la bibliothèque LVGL. Là, on voit par exemple quelques démonstrations. On va prendre par exemple celle-ci. Donc, quand on clique dessus, on peut s'amuser à jouer avec pour voir différents affichages qui ont été développés. Et on peut donc télécharger le logiciel. Avant de vous montrer ce que ça donne, je vais vous montrer le simulateur. Il y a un simulateur LVGL MicroPython qui existe sur Internet. On peut aussi l'installer sur son poste avec Visual Studio Code par exemple, pour avoir directement le simulateur et puis lancer notre programme. L'avantage c'est que là, on a un petit bout de code où on vient apporter la librairie donc LVGL. Et puis on vient créer différents éléments. Donc on vient créer l'écran, on vient créer le bouton, on vient l'aligner assez facilement. Et puis on vient mettre un label dans le bouton, on rentre le texte qu'on veut et puis derrière on peut lancer et on voit le rendu directement dans le simulateur. Ça peut être intéressant quand on veut faire un petit test sans avoir la plateforme à côté de nous. Le fait de proposer un simulateur est quand même assez agréable parce que ça permet de tester, de voir les 2-3 infos qui pourraient être intéressantes avant de développer sur la plateforme en réel quand il y a un problème de disponibilité ou ce genre de choses. Donc je vais vous montrer le code. Alors désolé, normalement il y avait une webcam, mais l'écran a une luminosité tellement forte que en fait on voit pas sur la caméra ce qu'il y a sur l'écran. Donc là il y a une image qui apparaît. Et puis si en fait on vient, donc il y a un petit contrôleur derrière. Et là, en bougeant le contrôleur, en fait, il y a d'autres données qui sont apparues. Donc, c'est des données. Alors, pour les premiers rangs, vous le voyez bien. Pour le dernier rang, vous le voyez pas bien. La carte restera branchée après la démonstration. Donc, vous pourrez descendre et voir. Là, ce sont les données du gyroscope et de l'accéléromètre qui sont données en temps réel, qui sont affichées avec donc 3 colonnes faites en LVGL. Et donc en fait, si je le bouge, on a l'image qui réapparaît. Et donc c'est le petit projet qui a été codé. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble en termes de code. Donc ça ressemble à ça. Si vous le voyez bien, oui. Donc par exemple, on va voir que dans la tuile
Ici, on va déclarer une image. On était dans la tile 1, la tuile numéro 1. Et donc, tout commence par LV underscore et ensuite on va chercher la propriété ou l'objet qu'on connaît. Là, c'est un exemple développé en C. On aurait pu trouver un exemple développé en MicroPython, par exemple. Et donc, ce bout de code-là, en fait, affiche du coup les différentes données. Donc ça c'est pour le petit écran. Et puis moi je me suis dit bah ça pourrait être intéressant de vous présenter une petite démo à base d'Arduino. Parce que bah, comme on a vu tout à l'heure dans Squareline Studio, quand on fait File New, on a la possibilité de faire un développement pour Arduino. L'avantage d'Arduino, c'est que c'est relativement connu des gens qui font du DIY. C'est assez abordable en termes de prix et puis en termes de complexité par la majorité des gens. Donc c'est pour ça que je choisis cette plateforme-là. Donc on va avoir différentes informations. Donc ici on va venir régler notre projet. Donc par exemple ici on est sur des écrans qui font 240 par 240. Hop. Ici. Ce sont des écrans ronds, donc on va donner la forme ronde. Ça c'est sur combien de bits est gérée la couleur. Donc ça dépend des écrans qu'on a. En l'occurrence là, je sais que c'est du 16 bits. Là, on va pouvoir choisir les différentes versions de LVGL qu'on veut utiliser, parce que forcément, comme il y a des versions de la librairie où il y a des fonctionnalités qui sont disponibles, et dans d'autres versions, bah non, la fonctionnalité n'est pas disponible. Et puis, on va pouvoir choisir le thème si on veut commencer par un écran noir ou un écran allumé, donc light ou dark. On va prendre dark, et puis on va pouvoir choisir si on veut du multilingue ou pas. En l'occurrence, là, pour la présentation, on n'en a pas besoin. On va faire un create. Donc, voilà ce qui s'affiche. Et j'aurais pu continuer. Mais sur ma petite board, là, il manque quelque chose. Il manque l'écran. En fait, l'idée du projet ici, c'est quand je tourne le potentiomètre, de voir un compteur avec une aiguille qui bouge en fonction de la valeur du potentiomètre. Il manque un écran tout simplement parce qu'on a eu un petit souci d'écran qui a cassé. Mais vous inquiétez pas, on ne s'avoue pas vaincu parce que le 24 avril, vous trouverez sur le forum d'éléphant un tuto complet qui permet de faire ses premiers pas avec LVGL sur Arduino, avec la liste des composants utilisés, le code pas à pas, et donc bah, vous pourrez, si vous le souhaitez, vous munir de ces composants-là, resuivre les étapes une par une, et vous aurez le résultat attendu, avec un peu plus. Faut savoir que le LVGL gère aussi le tactile, donc ça peut être très intéressant. Si on revient sur la présentation, on arrive à la conclusion de cette petite présentation, ce petit meet-up. Sachant que le but c'est de créer de la discussion et d'en discuter après autour du buffet. Je vais conclure sur le fait qu'il n'existe pas de solution miracle. Il n'y a pas un framework qui va rien nous coûter, être disponible partout, être adapté à toute l'application qu'on veut faire. Il faut toujours faire son choix en fonction de le critère qui est en dessous, qui est que l'important en fait c'est surtout l'UX et l'UI, ce couple indissociable, parce que l'idée c'est que pour créer de l'adhésion à notre produit, il faut qu'on ait bien réfléchi son interface et comment il communique comment l'utilisateur va communiquer avec lui. Donc en fait il faut juste trouver la solution technique qui nous permette de maximiser et d'en faire la meilleure interface possible. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de solution miracle.
Ma conviction, elle est plus personnelle, c'est que LVGL est à surveiller quand même. C'est un projet qui marche relativement bien. Il y a beaucoup de contributions. On est à la version 9.1 depuis début mars. Donc c'est-à-dire qu'il y a déjà quand même un peu de background. Pour information, tout à l'heure on parlait d'Atlantic. Atlantic était chez MicroEdge, c'est ce que je montrais tout à l'heure, et sont passés de MicroEdge à LVGL. Ils font la bascule. Donc voilà, il y a des sociétés aujourd'hui qui utilisent d'un point de vue commercial et professionnel ces librairies, donc à surveiller. Et puis enfin, petit rappel, hein, rendez-vous le 24 avril sur le blog d'Éléphant, où vous retrouverez ce tuto et une petite vidéo du rendu de cette démonstration qui laisse un peu sur la fin, mais vous inquiétez pas, ça arrive. Voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. Il y a un micro qui peut circuler dans la salle. Ouais, quand tu as parlé de Qt, tu as dit que dedans il y avait une fonction de test. Est-ce que sur les autres que tu as présentés, est-ce qu'il y a aussi une fonction de test pareil, similaire ou quelque chose d'équivalent? Alors, en fait, c'est plus qu'une fonction de test, c'est un logiciel de test. C'est pas juste. Et donc, à ma connaissance, non. Il n'y a que Qt qui propose ça. Après, alors j'ai pas parlé de prix et tout ça, mais typiquement, pour avoir regardé un petit peu pour des sociétés qui font un peu de chiffre d'affaires et ce genre de choses, une licence Qt pour un développeur à l'année, c'est entre 40 et 50 000 euros. Voilà. Et Conclusion, il faut faire un peu de sous. ouais, dans la version gratuite, il n'y a pas il y Et a dans pas la le version logiciel de gratuite, test. y a pas, on va pas faire du. Voilà, ils sont pas que stupides. Hein. Voilà. Ils auraient pu faire un petit bout pour donner envie. Ouais, ah bah ils donnent envie, ils disent voilà, si tu payes, tu auras ça, t'as vu, c'est génial. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Avec Qt, on peut faire des applications PC. Oui. C'est possible aussi avec LVGL. Là, tu as parlé beaucoup de microcontrôleurs. Oui. Bah en fait, typiquement, le C, bah, ça se développe partout. Donc tu peux avoir en fait, tu simuleras un écran. Après, dans le nom, dans le fait qu'elle soit oh, je ne vais pas retrouver le mot. Petite, little, l'idée c'est vraiment de chercher à faire une librairie qui s'intègre sur des tout petits trucs. Quand on est sur un PC, on n'a pas la contrainte qu'on va avoir sur un gestionnaire de chaudière, où en termes de mémoire, on va pas avoir tout à fait la même chose et que on n'aura pas un i7 qui tourne, donc on va pas. Voilà. C'est pas forcément fait pour ça. Ça fonctionnerait. C'est du C, c'est du MicroPython. MicroPython, ça fonctionne aussi sur PC. Donc normalement, ça devrait fonctionner. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question. Est-ce que il y a que sur LVGL qu'on peut utiliser, qui peut être utilisé sur Arduino? Alors non, en fait, tu peux utiliser. Alors, c'est la petite carte qu'il y a ici. Vous pourrez venir la voir. Parce que du coup, j'ai fait un test en Arduino pur sur cette carte-là pour tester l'écran et le tactile de l'écran. Donc là, vous verrez, en fait, quand c'est haut, vous glissez votre doigt vers le haut. Quand c'est bas, ensuite, il y a une petite interface où on peut faire des dessins et changer la couleur du trait qu'on va dessiner. Donc ça, c'est du pur Arduino, c'est du frame buffer et en fait, tu peux travailler très proche du matériel. En fait, le LVGL te permet d'avoir des composants déjà faits. En fait, t'apportes un peu de haut niveau et te permet bah voilà, d'avoir plus de facilité. Après, Qt peut fonctionner aussi. C'est juste que bah, tu vas payer cher, alors que potentiellement, tu es une petite start-up et alors, ta licence ne coûtera pas le même prix que si tu t'appelles Microsoft, General Electric par exemple.
Mais voilà, en termes d'investissement, ça va pas être pareil. Le LVGL peut être une solution parce que à moindre coût. Et puis ça permet aussi si jamais tu trouves qu'il y avait un composant qui n'était pas bien ou qui était mal développé et que tu l'as amélioré, et ben en fait tu peux en faire bénéficier la communauté. Et ça c'est super intéressant parce que ça va améliorer ton problème à toi, mais tu vas permettre aussi à des gens de s'améliorer. Donc c'est ça aussi qui est intéressant dans le côté open source, c'est de pouvoir bénéficier des avancées de chacun et de faire partager un peu tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Comme tu disais, LVGL peut fonctionner sur les ordinateurs, mais c'est pas conçu pour ça. Est-ce que ce serait pas plus logique de l'utiliser dans certaines situations où on voudrait économiser le plus de ressources possible d'un point de vue, par exemple, écologique? Alors c'est pour ça. L'idée aussi, c'est de pouvoir dire en fait derrière ce qui se cache derrière ça, c'est le fait de fournir une librairie qui est peu lourde va permettre de designer un produit en conséquence et de ne pas prévoir. Qt c'est quand même relativement lourd en termes de bibliothèque et tout ça. Et encore une fois, si on prend la solution payante, on va avoir des outils d'optimisation. Si on prend la solution gratuite, tu te tapes toutes les librairies à mettre dedans. Et du coup, ça fait quelques kilos de mémoire. Donc, le fait d'avoir une librairie légère permet de justement dimensionner ton produit en étant plus restreint. Donc, tu auras un coût de production plus faible, tout en ne perdant pas de la qualité sur le design que tu peux construire. Parce que typiquement, quand on regardait sur Squareline, ici, typiquement les deux écrans de smartwatch là, ils sont pas moches. C'est-à-dire que d'un point de vue design, ils sont jolis à l'œil en tout cas. Est-ce qu'ils sont fonctionnels? Est-ce qu'il y a une bonne UX? Ça, je sais pas. Mais visuellement, ils restent attirants. Donc pouvoir faire ça en ayant des produits qui coûtent moins cher parce qu'ils sont plus... il y a besoin de moins de mémoire, un processeur potentiellement moins important, c'est intéressant. En fait, tu vas pas entacher ta qualité d'interface et de communication avec ton utilisateur tout en ayant un produit plus contenu. Et donc, d'un point de vue écologique, oui, forcément, ça veut dire une grosse mémoire, ça consomme plus de courant, donc moins de consommation d'énergie, ce genre de choses. Donc il y a un peu ce gain-là aussi derrière ça. C'est pour ça que des sociétés, typiquement c'est une réflexion qu'on a eue chez mon client, qui est des soudeurs, et donc c'est aussi pour ça qu'on cherche à trouver d'autres solutions. Parce que Qt c'est bien, mais comment on fait pour changer? Je pense que c'était un peu dans l'idée aussi de MicroEdge et Atlantic. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Parce que MicroEdge, il y a une virtualisation, donc pareil, ça demande des ressources. Comment on peut se passer de ces virtualisations-là? Donc voilà, c'est un peu c'est en tâche de fond du débat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci pour la présentation. Ma question était à moitié cannibalisée par la question précédente. La question c'est, ok, les librairies sont éventuellement plus légères, on parle de consommation de RAM plus faible. Est-ce qu'on a des benches de différence sur les consommations CPU dans les cas de systèmes embarqués avec des performances critiques? Alors, il y a des benches, il faudrait les retrouver. Ça doit être sur le site LVGL. Après, il faudrait potentiellement les faire sur des systèmes potentiellement plus critiques, parce que encore une fois, notre régulateur de chaudière, il foire un écran sur deux, pas gênant. Si c'est un objet embarqué dans un respirateur à l'hôpital, peut-être plus embêtant si le composant se met à foirer et qu'on n'arrive plus à augmenter ou descendre le débit d'oxygène. C'est un peu gênant. Donc je sais pas.
Il faudrait fouiller. Je pense qu'il y en a. Mais autrement, il faudrait effectivement les faire et ça serait intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pas d'autres questions ? Eh bien, merci à tous et à toutes. Et puis, voilà.